Dans cette capsule, on va faire des exemples où on utilise les formules qu'on a vues à la capsule précédente pour calculer les forces de friction statiques ou encore cinétiques. Donc notre premier exemple ici, c'est le dispositif qui est là. On a un bloc en bois qui est sur une surface, puis on voudrait déterminer le coefficient de friction statique. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est que cette surface-là est inclinable, c'est-à-dire on peut changer l'inclinaison. Alors, on commence l'expérience à la manière suivante. La surface est horizontale. Et puis là, on va lever la surface comme ça. Donc, on va l'incliner de plus en plus, jusqu'à temps que l'objet glisse. Alors, quand l'objet se met à glisser, on arrête, on fixe cela, puis ensuite, on va mesurer l'angle. On a ici notre donnée, c'est 50 degrés. Donc, ça, c'est l'angle. Tiens, il me manque un E à augmente. C'est l'angle qu'il faut pour que l'objet se mette à glisser. Et puis avec ça, on va aller calculer le coefficient de friction statique. Donc, pour faire ça dans un problème comme ça, donc c'est un problème où on a des forces qui sont impliquées. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence par dessiner, on appelle ça faire un diagramme des forces. Donc, on dessine les forces sur l'objet. Donc, notre objet, d'abord, il faut l'identifier, c'est le bloc de bois. Donc, il va subir une force vers le bas qui est son poids. Ensuite, on a une deuxième force qui est la force normale parce que notre bloc, il est déposé sur une surface. Donc, la surface pousse dessus. On se rappelle que la force normale, elle doit toujours être perpendiculaire à la surface. Donc, elle va être grosso modo comme ceci. Et on va avoir une dernière force. Dans ce cas-ci, c'est la force de friction. Donc, la force de friction, elle empêche le bloc de glisser vers le bas. Donc, la force de friction en question, elle va être ici, parallèle à la surface. Elle est appliquée sur le bloc. J'ai essayé de la dessiner ici très proche de la surface du bloc. Donc, la force de friction, elle est toujours parallèle aux surfaces. Donc, comme ceci, vers le haut dans ce cas-là, puisqu'elle empêche le bloc d'aller vers le bas. Souvent, on a tendance à, ici, là, je vois des fois certaines personnes qui ont tendance à mettre une force ici vers le bas. Parce qu'on sait que le bloc va glisser, donc on pense qu'il y a une force vers le bas. En fait, oui, il y en a une, mais cette force-là, c'est le poids de l'objet. C'est la force de gravité qui est déjà dessinée ici à la verticale. C'est simplement que cette force-là, le poids, va avoir une composante vers le bas du plan, c'est elle qui va faire glisser l'objet. Donc, il n'y a pas d'autre force que le poids, en fait. La deuxième étape dans un problème comme celui-là, c'est de toujours dessiner notre système d'axe. Donc, c'est très important de dire quel est le système d'axe qu'on utilise. En général, dans un plan incliné comme celui-là, ça facilite beaucoup le problème si on incline notre système d'axe avec le plan, c'est-à-dire comme ceci. Donc, je vais mettre mes Y ici, mes X comme ça. Dans le fond, on essaie toujours de s'arranger pour qu'il y ait un des axes de notre système qui soit orienté dans le sens du mouvement de l'objet. Alors ici, notre objet, quand il va glisser vers le bas du plan. Donc, j'oriente mon axe des X comme ça. Ça va faciliter mon problème. Prochaine étape maintenant, ça va être de... Bon, je pourrais d'abord identifier mes forces. Là. Donc, j'ai la force normale, la force de friction statique ici, puis le poids, donc FG, qui est ici. Voilà, donc c'est mes trois vecteurs force. La prochaine étape, ça va être de les décomposer selon les axes qu'on a ici pour pouvoir donc ensuite appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, la normale, elle est déjà décomposée en quelque sorte. Elle est selon l'axe des Y directement. Donc, pas de composante en X, composante en Y. Le frottement, elle est décomposée aussi. Elle est parallèle au plan, donc elle est selon l'axe des X négatif. Donc, elle n'aura pas de composante en Y. C'est le poids en réalité qu'il va falloir décomposer. On le décompose ici. Donc en fait, il faut venir se tracer un triangle rectangle ici pour avoir une composante du poids qui est selon l'axe des X et l'autre composante qui est là, elle va être selon l'axe des Y. Donc la grandeur du poids, c'est mg. Et pour ce qui est de l'angle maintenant, là on va faire un petit peu de trigonométrie. Ici on a 50 degrés lorsque l'objet se met à glisser. Donc c'est cette situation-là qu'on prend parce que c'est elle qui nous intéresse. On est à la limite quand l'objet commence à glisser.
Alors 50 degrés, ce qui veut dire que, alors je vais vous montrer que le 50 degrés revient ici. Et en fait, c'est assez simple, c'est que l'angle qui est là, ça doit être 40. Parce que on a un triangle ici, puis le poids est vertical, alors qu'ici on a une horizontale. Donc on a un autre triangle rectangle. Alors il faut avoir 50 degrés ici. C'est le même angle qu'on a ici en fait. Ici, vous voyez, on a 40 degrés parce qu'il faut que ça fasse 90 degrés la somme des deux. Alors si on a 40 degrés, on a 50 ici. On va en faire souvent des problèmes de plan incliné. Donc ça va nous arriver souvent de faire ça. L'angle du plan se retrouve donc ici. Ce qui veut dire que si je regarde le poids selon x, ben j'aurai mg sinus de 50, puisque c'est le côté opposé. Donc mg sinus de 50 degrés. Pour ce qui est de la composante en y du poids, ben ça sera mg cosinus de 50 degrés, puisque c'est le côté qui est adjacent. Puis en plus, je mets un signe moins aussi, parce que c'est selon, vous voyez, les y négatifs, le poids, donc moins mg cosinus de 50. Il y en a qui vont préférer toujours mesurer l'angle par rapport aux x positifs. Donc, par exemple, je pourrais prendre l'angle qui est ici. Ça serait 360 moins 50, donc 310 degrés. À ce moment-là, si on fait ça, c'est correct. Sauf que si je faisais ça, j'aurais pour la composante en x du poids mg cosinus de 310. Donc, si on prend cet l'angle par rapport à l'axe des x positifs, la composante en x va toujours être le cosinus. Puis ensuite, FGY, ça va être mg sinus de 310. Et à ce moment-là, je n'ai pas besoin de mettre le signe moins, il va sortir tout seul si je prends cet angle-là. Alors, les deux façons de faire sont correctes. Ici, on remarque qu'on n'a pas la masse, donc on ne pourra pas aller tellement plus loin pour ce qui est du poids. La prochaine étape, c'est de dire, ben, dans le fond, ici on est dans la situation limite. Donc juste avant 50 degrés, on était en équilibre statique, donc ça ne bougeait pas. Puis juste après 50 degrés, là ça bouge, ça se met en mouvement. Donc 50, c'est la limite. À ce moment-là, on peut dire que le frottement statique a atteint sa valeur maximum. Donc, le frottement statique maximum, on avait dit tout à l'heure, c'est le coefficient de frottement statique fois la normale. Donc, il va nous falloir, en fait, ce qu'on cherche, c'est le coefficient de friction statique. Il va donc nous falloir la normale pour ceci. Comment la trouver? Eh bien là, on va appliquer la première loi de Newton. Donc, on va dire, à 50 degrés, c'est la limite où la somme des forces est égale à 0 parce qu'on n'avait pas de mouvement. Donc, la somme des forces est égale à 0. La force résultante est égale à 0. Alors, on va avoir en x, puis ensuite, à côté, je vais faire y. Puis dans les deux cas, je vais dire somme des forces égale 0 puisqu'on est en équilibre statique. Donc, somme des forces en x égale 0. Qu'est-ce qu'on a en x? La force normale n'intervient pas. Le poids en x, on l'avait tantôt, c'était mg sinus de 50. Donc, mg sinus 50. Ça, c'était positif. Et on a le frottement qui est vers les x négatifs. Donc, moins mu s fois la normale. Et la somme des deux va donner 0. Autrement dit, mg sinus 50, ça va être égal à mu s fois la normale. Là, j'ai un peu trop d'inconnus. Par exemple, je n'ai pas la masse, je n'ai pas la normale non plus, puis je cherche le coefficient de frottement. Donc, j'arrête là, je laisse ça là. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe en y. Donc, somme des forces en y égale 0 également. Et en y, qu'est-ce qu'on a? On a notre force normale, justement, qui est vers le haut. Et on a la composante du poids qu'on a calculé tantôt, qui était négative, moins mg cosinus 50. La force de frottement n'a pas de composante en y, donc on a juste ces deux-là. Autrement dit, la force normale, elle va être égale à mg cosinus de 50. Je ne peux pas la calculer puisque je n'ai pas la masse. Par contre, je pourrais aller la remplacer de l'autre côté. Donc, mg sinus 50 égale mu s fois la normale,
qui est égal à mg cosinus 50. Voyez ce qui va se produire ici. La masse va s'annuler, le g aussi d'ailleurs. Donc mg chaque côté, ça s'annule. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va nous arriver assez souvent en mécanique. Dans les problèmes de statique comme ça arrive souvent qu'on n'a pas la masse inconnue, on en aurait besoin, mais on va se rendre compte souvent en utilisant les x et les y, la masse va s'annuler. Pas tout le temps, mais souvent. Donc, qu'est-ce qui nous reste ici ensuite si on isole le coefficient de friction? Il nous reste sinus 50 sur cosinus 50, donc en fait la tangente de 50 degrés. Sin sur cos, donc ça donne une tangente. Alors, si tout le reste s'est annulé, alors, vous voyez, on peut calculer notre coefficient de friction comme ça. Donc, ça nous donne dans ce cas-ci 1,19 comme coefficient de friction. Le coefficient de friction n'a pas d'unité, vous vous rappelez, donc c'est 1,19 tout simplement. C'est assez, vous voyez, cette expérience-là, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en pratique d'ailleurs. C'est très simple. Il s'agit d'augmenter la surface jusqu'à temps que ça glisse. Et puis il s'agit de faire la tangente de l'angle qu'on obtient. Ça nous donne le coefficient de friction. On termine peut-être par vérifier si la réponse a du sens. 1,19, c'est un assez gros coefficient de friction, 1,19. Mais ici, on ne nous a pas mentionné dans le problème quelle était la nature des surfaces. Donc, en fait, on voit que c'est un bloc de bois, mais on ne sait pas trop la surface si elle est très rugueuse là en bas. C'est peut-être du papier sablé ou une surface très rugueuse. Donc, ça se pourrait que ça donne un coefficient aussi élevé que ça. On a ici un deuxième exemple avec du frottement. Encore un plan incliné à 30 degrés cette fois-ci. On a un objet de 5 kg, une caisse de 5 kg, et on pousse cette caisse-là avec une force de 100 newtons. Vous remarquez que la force est horizontale, donc elle n'est pas parallèle au plan. Donc 100 newtons. On a les coefficients de friction, statique, cinétique, donc 0,35 et 0,30. On remarque que le coefficient de frottement statique est un petit peu plus élevé que le cinétique. Et la question, c'est, d'abord, on nous spécifie que le bloc est au repos au départ, donc il ne bouge pas, et on nous demande quelle est l'accélération de la boîte. Alors ici, il y a deux possibilités. Puisque le bloc est au repos au départ, ça se pourrait que la force de 100 newtons ne soit pas suffisante pour vaincre le frottement statique, et donc à ce moment-là, il va tout simplement rester au repos. Si la force est suffisante pour vaincre le frottement statique, à ce moment-là, il va y avoir un mouvement, on va être en frottement cinétique et on va avoir une accélération. Donc, la première chose qu'il faut faire absolument, c'est de tester si, oui ou non, la force de 100 newtons est suffisante pour vaincre le frottement statique. Alors, dans tous les cas, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord décider d'un système d'axes. Donc, ici, on va incliner notre système d'axes comme ceci, de manière à ce que si un mouvement, il va se faire selon un des axes, ça va être l'axe des X dans ce cas-là, donc vers le haut du plan incliné. Et puis ensuite, on va dessiner nos forces. Alors, quelles sont les forces? On a bien sûr le poids de l'objet, comme ceci, qui va être vertical. Ensuite, on va avoir une force normale, puisque tout ça est déposé sur une surface. Donc, voilà pour la force normale. Je vais peut-être la tasser une petite affaire dans le milieu, comme ceci. Donc, la force normale qui va être perpendiculaire à la surface. Puis ensuite, on va avoir la force de friction. Donc, la force de 100 newtons est déjà dessinée. La force de friction. Là, la friction, elle peut être dans deux sens. Dans le fond, elle peut être vers le haut ou vers le bas du plan incliné. Alors, il faut d'abord supposer que la caisse va se mettre à monter vers le haut du plan incliné. Et donc, à ce moment-là, le frottement va s'opposer. Donc, il va être ici, vers le bas du plan incliné. Ça se pourrait, c'est quand même une possibilité, mais 100 newtons, c'est quand même assez gros pour une caisse de 5 kg, mais c'est quand même une possibilité que si la force n'était pas assez forte, l'objet pourrait même se mettre à glisser vers le bas du plan incliné, et donc le frottement serait vers le haut dans ce cas-là. Donc, il faut quand même garder cette possibilité-là en tête. Mais ici, si on suppose que le mouvement est vers le haut, donc le frottement va être vers le bas. Je vais mettre peut-être les noms, donc la normale, le poids FG ici, puis ensuite la force de frottement. Pour l'instant, je ne vais pas mettre ni statique ni cinétique. Ça va dépendre si on est en mouvement ou pas. Donc voilà. Maintenant, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va tester. Disons, on va appeler ça test mouvement. Donc, on veut savoir si oui ou non, on va se mettre en mouvement. Alors pour ça, il va falloir calculer le frottement. Alors, on va se faire peut-être deux colonnes.
XY, donc Y ici, et X qu'on va faire ici. On va peut-être commencer par Y parce que de toute façon, on a toujours besoin de la normale pour le frottement. Donc, c'est en Y qu'on va le trouver. Alors, en Y, on peut écrire avec certitude que la somme des forces va être égale à 0 parce qu'il n'y aura certainement pas de mouvement selon l'axe des Y. Donc, la somme des forces doit être égale à 0. Quelles sont ces forces? Alors, si on commence par la normale, qui est directement en Y, donc on va avoir ici N. Ensuite, le poids. Alors, le poids va avoir deux composantes. Alors, vous voyez, si je décompose mon poids comme ça, l'angle de 30 degrés du plan revient ici. Et la composante en Y, ça va être mg cosinus de 30. Négative, bien sûr, puisque c'est selon l'axe des Y négatif. Donc, moins mg cosinus de 30 pour le poids. Le frottement n'a pas de composante en Y. Et notre force de 100 Newton, elle ici, vous voyez, elle va avoir une composante en Y parce qu'elle n'est pas parallèle au plan. Donc, elle va avoir une composante en Y. D'ailleurs, l'angle que l'on retrouve ici, c'est notre même 30 degrés. Ici, ce sont des angles alternes internes. Et donc, ça sera 100 sinus de 30 qui va être la composante en Y. Et elle sera négative. Vous voyez comment la force pousse. Donc, sa composante en Y est négative. Alors, on aura moins 100 sinus de 30. Et la somme de tout ça donne 0, ce qui fait qu'on peut dire que notre normale va être égale à la composante du poids mg cos de 30 plus 100 sinus de 30. Alors autrement dit, vous voyez, vu que c'est positif, la force de 100 Newton contribue à augmenter la normale. Ce qui est, on devait s'y attendre parce que ça pousse le bloc dans le plan en partie, donc ça va augmenter effectivement la normale. Alors, on peut faire ce calcul-là. On a la masse 5 kg, G bien sûr. Toutes les autres, c'est des chiffres. Donc, on peut calculer notre normale. Alors, ça donne 92,4 newtons pour notre normale. Alors, on va pouvoir s'en servir en X. Alors, si on va en X, justement, ce qu'on va faire en X, c'est qu'on ne sait pas encore s'il y a mouvement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va calculer quelle serait la force de frottement qu'il faudrait pour empêcher le bloc d'avancer. Puis ensuite, on va comparer avec notre force de frottement statique pour voir si oui ou non ça bouge. Alors, je vais faire ça comme ça. Je vais dire somme des forces en X égale 0. Peut-être avec un point d'interrogation. Donc, en supposant que la somme des forces en X égale 0, autrement dit qu'il n'y a pas de mouvement, quelle est la force de frottement que ça me prendrait? Donc, en X, qu'est-ce qu'on a? On a notre 100 Newton qui a une composante en X, ça sera 100 cosinus de 30. Donc, on va dire 100 cos 30. La normale n'a pas de composante en X. Le poids va avoir une composante en X qui va être négative. Donc, on aura moins mg sinus de 30. Et on va avoir notre frottement, alors qui serait vers le bas ici, vers l'axe des X négatifs. Donc, moins. Alors, moins le frottement égale 0. Donc, comme on a encore une fois la masse, on est capable d'isoler le F, on l'envoie de l'autre côté tout simplement, et on est capable de l'isoler. Alors, ça donnerait 62,1 newton pour la force de frottement en question. 62,1 newton, ça serait la force de friction qu'il faudrait pour que le bloc ne bouge pas. Maintenant, ce qu'on va faire, on va la comparer avec la force de frottement maximum. Donc, Fs max, on le calcule en faisant le coefficient de frottement statique fois la normale. Alors, le coefficient de frottement statique, on avait 0,35. Et la normale, on l'a calculé ici à droite, c'est 92,4. Donc, ça nous fait 32,3 newtons. Et c'est plus petit que la force qui est ici. Ça veut dire que notre frottement statique, en fait, n'est pas assez fort pour empêcher le bloc de bouger. Donc, ça conclut notre test. Donc, on pourrait écrire ça ici. Donc, mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, on sait que ça va être du frottement cinétique qu'on va avoir. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à l'équation précédente, celle qui est ici. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'écrire égal 0, on va écrire égal MA. Donc, on va dire somme des forces en X égale masse fois accélération.
Donc, somme des forces en X, on avait 100 cos de 30, moins mg sin de 30, moins le frottement. Donc, 100 cos de 30, moins mg sin de 30, moins le frottement, qu'on peut remplacer tout de suite peut-être, ça sera mu-c fois n égale masse fois accélération. Donc, il ne nous reste plus qu'à remplacer. La masse, encore une fois, on l'a. Donc, je pourrais peut-être les écrire ici. 100 cosinus de 30, ça fait 86,6 newtons. Ici, mg sin de 30, ça va être 5 fois 9,8 fois sin de 30, ça donne une demi. Donc, en fait, on peut bien l'écrire comme ça. Coefficient de friction cinétique, c'est 0,30. Et la normale, on l'avait calculé tantôt, c'était 92,4. De l'autre côté, on va avoir 5 fois A. Alors, il ne nous reste plus que A comme inconnu, alors on peut l'isoler. Alors, ça nous donne une accélération de 6,88 mètres par seconde carrée. Dernière chose ici, on se pose une question si ça a du sens ou non. Premièrement, c'est positif, donc ça a du sens. Ça serait vers l'axe des X positif. Ensuite, pour ce qui est de la grandeur de cette accélération-là, voyons, on a à peu près 2/3, grosso modo, de l'accélération gravitationnelle. Donc, l'accélération qu'aurait l'objet s'il tombait en chute libre. Alors, si on compare les forces qu'on a, bien, on a une force de 100 newtons. 100 newtons, c'est l'équivalent d'un poids d'un peu plus du poids d'un objet d'un peu plus de 10 kg, qui serait le double du 5. Mais bon, cette force-là n'est pas complètement appliquée dans la bonne direction. On a du frottement. Donc, on peut dire que c'est une accélération qui a du sens avec la force que l'on a.